3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Et à vos côtés, Thierry Leclerc qui nous accompagne également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes président d'AlphaJet Fair Investors. Avant de peut-être entamer le sujet Banque Centrale avec la réunion de la BCE qui nous animera cette semaine, un mot du pétrole avec cette déclaration et même ces nouvelles prévisions mises à jour par l'Agence internationale de l'énergie. C'est à retrouver dans le Financial Times aujourd'hui. Le peak oil est de retour, Thierry. Aussi longtemps que je m'en souvienne, le coût du peak oil, on nous l'a fait quand même déjà plusieurs fois ces dernières années, même ces dernières décennies. Alors il y a 20 ans, c'était la question de la production et des réserves mondiales encore de pétrole. Tout ça, c'était avant le pétrole de schiste, avant le pétrole en très grande profondeur, etc., qui ont fait mentir cette théorie il y a plusieurs années maintenant. Là, le retour du peak oil est vu à travers la consommation mondiale de pétrole et même d'énergie fossile dans son ensemble, pétrole, gaz et charbon. Et le patron de l'Agence internationale de l'énergie prédit que cette fois, la consommation d'énergie fossile va atteindre un pic d'ici la fin de la décennie, d'ici 2030. Les projections détaillées de l'AIE seront publiées au cours du mois d'octobre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça paraît être une évidence aujourd'hui, à l'heure des énergies renouvelables? Il fallait bien que ça arrive à un moment. Attention, on reste prudent, comme je le disais, on nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça amène comme réflexion quand on est investisseur? Il y a plusieurs axes pour répondre à cette question. D'abord, les majors pétrolières, elles sont quand même sous contrainte par les investisseurs avec des résolutions sur le climat, etc. Donc ça finit quand même par peser sur les enveloppes globales qui sont dépensées par les majors pétrolières. Et elles continuent de faire leur boulot pour extraire du pétrole, mais à minima. Moins. Oui, voilà, c'est ça. Moins que précédemment. Avant, il n'y avait pas de contrainte. Aujourd'hui, il y a une contrainte que ces sociétés doivent prendre en compte. Donc, voilà, c'est intégré. Donc ça, c'est vrai que sur le côté offre, clairement, on va avoir une stagnation de la production dans les prochaines années, puisqu'il y a eu moins de dépenses aussi. Il y a eu la fluctuation du prix du baril a fait qu'il y a eu un ralentissement aussi ces dernières années. Donc, à court terme, effectivement, moins de dépenses. Et de toute manière, c'est pas vraiment le sens de l'histoire pour les sociétés, les majors. Donc, ça ralentit aussi à moyen terme. Ensuite, effectivement, quand on regarde du côté de la demande, finalement, tous ces plans dont on parle, donc l'IRA aux États-Unis, il y a eu 2 plans qui ont été annoncés quand même par l'Union européenne, Fit for 55 et Repower EU, donc suite à la crise ukrainienne. Donc on est quand même en train de changer globalement la demande, enfin la façon dont on adresse notre demande énergétique. Et ça marche, simplement pour vous donner quelques chiffres. Alors je sais qu'on est inondé constamment de chiffres, donc c'est dans cette émission on peut se le permettre. Ouais, c'est compliqué. Quelques chiffres, on a le droit. Voilà, quelques chiffres. Aujourd'hui en 2023, donc l'Agence internationale de l'énergie attend 330 milliards d'investissements dans l'Union européenne. Sur les énergies renouvelables, l'efficience énergétique, donc tous ces sujets dont on parle. C'est plus 80% par rapport à 2019. Donc il y a vraiment des efforts qui sont faits. Et la trajectoire, c'est 530 milliards d'ici 2030 pour être dans les clous sur le fameux objectif 2050 de net zéro emission. Voilà, donc c'est ça. Donc, je veux dire, c'est pas que des mots en l'air. C'est ce qu'il dit Fatih Birol, le patron d'ailleurs. Les politiques climatiques, ça marche. Alors, on ne le perçoit pas forcément. La consommation d'énergie fossile est au plus haut historique au moment où on se parle. Mais dans les trajectoires qu'il peut avoir en tête, ça marche. C'est pour ça que forcément, à un moment, quand on se projette, on se dit oui, on va finir par y arriver. S'il y a moins de demandes structurelles, là, c'est plus simplement du wishful thinking. C'est vraiment, on a mis en place les dépenses nécessaires pour que, effectivement, on dépense moins, l'efficience énergétique typiquement. Juste simplement aussi pour mettre les choses en perspective, sur les panneaux photovoltaïques, on est bien, on est dans les clous. Sur les batteries, on est bien. Et sur l'efficience énergétique, globalement, on est dans ce qui était attendu sur la feuille de route, donc 2030, 2050. Quand vous dites nous, enfin on, c'est l'Europe, quoi. L'Europe, pardon. L'Europe, oui, bien sûr. Il reste
des secteurs, typiquement les carburants alternatifs, où il faut faire encore les bâtiments, le transport globalement. Il y a encore des points où il faut accélérer, et c'est pour ça que l'enveloppe globale annuelle est attendue à plus de 200 milliards, donc 330, on passera à 530 milliards en 2030. Donc il y a encore des efforts à faire, mais ce qui a été fait, ça va infléchir durablement la demande sur donc le oil et le gaz. Et puis, je finirai là-dessus aussi quand même. On a des prix qui sont aujourd'hui très élevés, vous le mentionnez, notamment en Europe, compte tenu de la situation géopolitique, simplement aussi pour avoir quelques ordres de grandeur. Et ça, c'est un débat plus général sur la compétitivité de l'Europe. Aujourd'hui, quand on regarde depuis 2021, les prix de l'électricité en moyenne en France et en Allemagne ont été entre 150 et 170 euros le kilowattheure, le mégawattheure. Le mégawattheure. Aux États-Unis, on est à 65 euros. Et sur le gaz, avec donc la fermeture des robinets du gaz russe en partie, on est 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. On est à peu près sur les niveaux d'import du LNG en Asie. Donc c'est quand même majeur, et donc finalement aussi ça finit par mordre sur la demande, parce qu'on a des prix élevés et c'est certainement structurel. Ouais. Cette fois, c'est un shift pour de vrai, quoi. Oui, c'est le sens de l'histoire. On met en place les dépenses qui vont bien. L'offre va diminuer. Donc oui, on a tous les éléments pour qu'effectivement on puisse parler de peak oil. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pierre ? Alors, je pense que le vrai enjeu, c'est le rythme de décroissance de l'utilisation. Parce que ça me semble quand même très important, important en investissement et en politique de changer d'un modèle carboné à un modèle d'énergie décarbonée. Et ça, on peut se dire que le peak oil va être atteint, mais je pense que l'enjeu est bien plus comment on arrive entre 2030 et 2050 à zéro. Oui, ça ne résout pas tout le problème de savoir qu'on consommera moins de pétrole en 2030, quoi. Non, parce qu'on a quand même... Tout est carboné dans notre économie, vraiment tout. On ne peut pas se passer d'énergie fossile. Croissance mondiale à 2,5 peut-être cette année. Encore une fois, consommation maximum d'énergie fossile partout dans le monde, quoi. Oui, mais en fait, on a une consommation qui n'évolue peut-être pas, mais elle ne baisse pas non plus. Et c'est vrai que c'est tout un modèle à revoir. Et ce changement de modèle ne peut, à mon avis, se faire que très progressivement. Après, on a des facteurs d'accélération, et ça, c'est vraiment les politiques. Et on voit que tout ce qu'on connaît en Europe avec les changements de normes, etc., c'est vraiment un accélérateur de transformation des usages. On est un peu timide, je trouve, sur la transformation des usages, mais parce que ça coûte très cher. Et une fois qu'on aura réglé le problème de mutualisation des investissements à faire, je pense que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, on n'a pas la clé de financement de cette transition. Et donc, on est à un maximum. Le rythme de décroissance doit être clé. Un truc qui me marque au terme de cette année 2023, il y a encore quelques mois devant nous, mais quand je regarde les performances boursières du secteur ou du segment Clean Energy cette année, c'est une catastrophe. On a vécu l'été avec la tôle de Siemens Energy, éolien offshore avec la division Gamesa. Rebelote avec Ørsted au cours du mois d'août, là aussi quand même, valeur darling il y a encore quelques années, de la transition, ils sont sortis du fuel en quelques années, c'est fabuleux, etc., etc. Et là, ils se prennent pain sur pain quand même, avec des questions de qualité de fabrication des éoliennes, des questions de communication financière, des questions de financement aussi, effectivement, de tous les champs qu'il va falloir mettre en place. Là, on parle de l'éolien offshore spécifique. Oui, mais est-ce que c'est vraiment si étonnant que ça ? Parce que, en fait, qui dit investissement, donc égale CAPEX, et en fait la bourse n'aime pas ça du tout, quoi. Enfin, comment on finance ces investissements ? Et ça veut dire dilution, ça veut dire beaucoup de risques que les projets n'arrivent pas à terme, qu'on les surestime, donc c'est un peu ce qui arrive à des stars déchues. Donc franchement, quand on entend investissement, c'est pas fait pour la bourse. Vous êtes en train de nous dire c'est pas fait pour la bourse. Moi, je trouve que faut pas compter sur la bourse pour financer cette transition. En fait, le problème, c'est que c'est une économie de substitution. Et les économies de substitution, ça fait pas rêver.
il y a des nouveaux marchés. Donc l'IA fait rêver, Internet a fait rêver en son temps, parce que ça permettait c'était vraiment un nouveau mode de communication, ou en tout cas un nouvel enjeu. Là, c'est une économie de substitution. Et vraiment, quand on dit pour arriver à la même chose, il faut investir plus de 500 milliards d'euros en 2030, qui va l'investir? J'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner en bourse. Enfin, en tout cas, pour l'instant. L'IA, ça va être aussi des investissements monstrueux, peut-être dans certains cas, pour certaines entreprises. Enfin, le parallèle est intéressant. Alors, on arrive à s'enthousiasmer pour l'IA, qui, pour l'instant, n'est pas forcément une grande réalité pour beaucoup. Ça va quand même demander des investissements, des réadaptations, des transitions, des substitutions, comme vous dites. Et par contre, pour la transition énergétique, là, la bourse, non. Très curieusement, on laisse ça au non-côté, à l'infrastructure, à la dette privée, au private equity. J'ai l'impression qu'ils se régalent. Mais j'ai l'impression que la bourse s'enthousiasme beaucoup plus, en tout cas les investisseurs dans les actifs liquides s'enthousiasment beaucoup plus pour de l'intangible et en tout cas un espoir de croissance future que pour des substitutions. Xavier, bon, c'est une fausse ouverture, on ne fera pas toute l'heure là-dessus, même si c'est un sujet passionnant, on pourrait y rester largement les 40 minutes. Cette fois, c'est la bonne, le peak oil, oui, il n'y a pas de raison de remettre en cause cette prévision de l'Agence internationale de l'énergie? Je me méfie de l'Agence internationale de l'énergie et je trouve que ce propos vient en contrepoint du rapport qui a été présenté fin de semaine dernière par les Nations Unies, qui a clairement dit qu'on était hors des clous de l'accord de Paris et que tel que c'était parti, parce qu'au fin, toute cette histoire, c'est des émissions de tonnes de CO2. Et là, pour le coup, le pic est loin d'être atteint. On n'est pas sur un plateau, on est sur une phase d'accélération. Et au rythme où on est parti, on explose tous les records. D'où les propos tenus par le directeur général de l'ONU. On est dans une civilisation de l'ébullition. Donc moi, après, il faut regarder. Moi, c'est un peu de. Alors, on n'a pas les prévisions. Voilà. Le rapport sera publié en octobre avec les prévisions détaillées et la date du pic oil. Voilà, je pense que. Bon, déjà, le Financial Times ne me semble pas une bonne tribune. Mais ça ne suffit pas. Ce que vous voulez dire, c'est que ça voilà. suffit pas. Et donc, moi, je n'y crois pas. Voilà, tout simplement. Et moi, je suis un très grand... Bon, alors après, c'est vraiment une posture toute personnelle. Je suis un très grand adepte. Pour moi, le plus grand livre du XXe siècle, c'est le livre qui a été commandé par le Club de Rome en 69 et édité en juillet 72, The Limit of Growth. Le rapport Meadows. Le rapport Meadows. On n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux. Il est exceptionnel en tout point. Je vous conseille de le lire. C'est un rapport tout à fait unique parce que il est d'une sobriété intellectuelle. Il utilise un peu moins de 190 paramètres. Il a été extraordinairement prédictif. Il est aujourd'hui encore extraordinairement décrit. Il est mis à jour régulièrement. Je crois que depuis les années 2000, il y a encore une mise à jour. Les mises à jour, les gens qui sont des universitaires, ils tombent sur le cul systématiquement parce que les prévisions sont remarquables en tout point. Je rappelle que ce rapport indiquait comme période de bascule, donc il est émis en juillet 72 comme période de bascule pour la civilisation, pas uniquement l'économie, mais la civilisation mondiale, la période 2015-2030. Donc la date de 2030 n'est pas tout à fait fortuite. Je vous conseille de le lire. Il est remarquable parce que donc avec 185 paramètres, ils décrivent quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a beaucoup de démographie. Il y a des choses qui sont contestables. À l'époque, l'ordinateur n'était pas aussi développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en termes intellectuels, il est extrêmement puissant. Ceux qui font aujourd'hui les prévisions pour l'évolution du climat, on est à des centaines de millions de paramètres. D'accord, donc on a un modèle qui est quand même... Et je pense que l'accélération climatique, on peut constater d'une certaine façon au Café du Commerce ou en regardant la télé ou même en ressentant à Paris il y a encore quelques jours. L'emballement, on parle de l'emballement du dérèglement climatique. Nous dit qu'on est sorti du truc. Et c'est un vrai défi pour la civilisation et c'est un vrai défi pour nos professions. Pourquoi ? Parce que le stock de carbone, il ne va pas disparaître. C'est quelque chose d'inertiel. Donc toutes les actions que nous allons entreprendre, que nous avons entrepris, que nous entreprenons et que nous allons entreprendre, n'auront d'impact qu'à plusieurs générations. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a un effet embarqué du dérèglement climatique qui est le produit de l'histoire et des actions que nous entreprenons
nous les léguons pour je dirais la permanence de l'humanité. Et donc, pour en revenir à ta question, non, moi, je vois une accélération. Et alors, par exemple, parler de décarboner. On va décarboner, oui, mais on va rematérialiser encore plus l'économie mondiale. C'est-à-dire on va substituer au carbone une consommation de matériaux. Prenons une voiture électrique, elle consomme globalement... D'une dépendance à l'autre. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, oui, mais ça, je veux dire, ça a des conséquences en termes d'externalités négatives pour le climat et donc pour la civilisation qui sont extrêmement puissantes. Donc, moi, je peux pas être... après, il faudrait lire le rapport, l'étudier. Peut-être que je ne le ferai pas, d'ailleurs. Il n'est pas sorti. Voilà, mais moi, ça me laisse extrêmement sceptique. Ouais. Donc, je ne crois pas à cette bascule. Et ça paraît trop victorieux, la manière dont le patron de l'AIE présente les choses dans sa tribune aujourd'hui. Et entre aujourd'hui et 2030, il va y avoir toute une série d'aléas, probablement géopolitiques et pas uniquement. Quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau des BRICS, l'élargissement des BRICS, je pense que l'élargissement des BRICS, au-delà de l'aéropage qui est très hétérogène... Oui, un peu la carpe et le lapin. D'accord, mais derrière ça, il y a quand même cette bascule climatique. Il y a une espèce de coalition sur les matières premières qui est extrêmement... Donc, tu as non seulement la moitié de la population mondiale, mais tu as pas loin des 2/3 des réserves de matières premières fossiles et en termes de matériaux. Et je pense que... La question climatique, c'est quelque chose qui peut unir justement cet aéropage face au monde occidental, très hétérogène tel qu'il nous est présenté. Parce qu'il n'y a pas eu de révolution industrielle. Les révolutions industrielles que nous avons constatées, première, deuxième, elles ont eu lieu grâce à une spoliation des matières premières. On a spolié, je passe sur l'esclavage, on a spolié à la colonisation, on a spolié, c'est parce qu'on n'a pas payé le bon prix que le monde capitaliste a, je ne fais pas d'anticapitalisme, rassurez-vous, mais a réussi à construire sa rente. Si on avait payé le bon prix à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et parce qu'on n'a pas payé le bon prix, parce qu'on n'a pas payé on va pas faire toute l'histoire. Non, mais c'est important. Mais bien sûr, c'est l'argument clé des pays émergents et en voie de développement aujourd'hui. Voilà, parce que dans la progressivité de cette mutation, c'est un arbitrage quand monsieur, tout le monde qui est dans la décile de valorisation de revenus qui est très faible, tu vas lui dire qu'il consacre 20% de son revenu à la dépense énergétique et dans 10 ans, ça sera 40%. Il ne faut pas t'étonner qu'il défile dans les rues et que ça se passe mal. La vérité. Et donc ce sujet-là est central dans ce que tu appelles la transition. Pour moi, il n'y a pas de transition, il va y avoir une rupture. La transition, c'est un terme entre gens civilisés. Mais ce qui est en train de se passer, ce sont des discontinuités. Alors rupture, c'est méchant, mais ce sont des discontinuités. Et ces discontinuités, elles sont très dures dans les métiers que nous faisons, parce qu'on est sur des métiers d'actualisation. Et les métiers d'actualisation... La non-linéarité, c'est compliqué. Eh oui, très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est le petit chiffre que j'ai échangé avec vous avant de commencer l'émission, c'est que la Chine aura installé au terme de l'année 2023 plus de 210 gigawatts de puissance de panneaux solaires sur le territoire chinois, ce qui est plus que ce qui a été installé l'an dernier dans l'ensemble du monde. Il y a quand même des pays en voie de développement qui sont engagés aussi dans cette transition. On passe à la BCE ? Oui ? Non ? Parce qu'on peut continuer longtemps, mais il faut qu'on dise un mot quand même de l'immédiateté de cette semaine qui sera marquée par la réunion de rentrée du Conseil des gouverneurs de la BCE. Pierre, tout le monde nous dit que c'est la décision la plus difficile depuis celle qui a été prise en juin 2022, à savoir commencer à remonter les taux après des années de taux négatifs. Oui, alors, si on se met dans les chaussures de la BCE, j'ai du mal à voir en quoi c'est difficile, vu qu'on a... c'est pas la BCE qui le dit, je vous rassure. C'est l'ensemble des commentateurs qui suivent la BCE. Malheureusement, on est très loin de la cible. Et comme on est très loin de la cible, et que les anticipations d'inflation sont plutôt vers 2,5 que 2... Donc c'est la décision la plus facile, peut-être, pour la BCE depuis un an. Il n'y a quand même pas beaucoup de suspense. Après... Ah ouais, à ce point-là ? Moi, je pense pas que... Oui, non, mais je sais pas. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est les scénarios alternatifs. Donc, moi, franchement, le scénario central, mais alors à 80-90%, c'est vraiment, on remonte tranquillement. Ce serait une erreur pour elle de ne pas le faire, parce qu'elle peut trouver des arguments. Enfin, je veux dire, on peut spinner le truc dans tous les sens. Mais ce serait une erreur de ne pas le faire pour vous ce jeudi-là. Alors, j'essaie de ne pas j'essaie de ne pas parler d'erreur des banquiers centraux, parce que je pense qu'ils ont un autre CV que le mien, et qu'ils sont vachement plus qualifiés pour mener la banque centrale. Merci de le dire, Pierre. En revanche, le marché dont je fais partie pourrait être extrêmement nerveux à un mouvement qui n'est pas attendu ou une inaction attendue.
Ça, c'est toujours compliqué parce que c'est quoi le signal? C'est que on aurait la BCE qui pourrait arbitrer son mandat contre des chiffres qui sont assez déprimés d'un point de vue économique sur différents pays de la zone euro, alors que son mandat unique est véritablement l'inflation. Donc moi je pense que pour que le marché fonctionne correctement, il faut que chacun soit à sa place. Je vois pas du tout les hésitations de la BCE. Après, il y a des chiffres qui sont... c'est des seuils, et donc 4 peut être un seuil où on se dit on va attendre, etc. Mais là, vu les chiffres d'inflation qui remontent légèrement, on a quand même du mal à voir comment la BCE pourrait ne pas... Et le ralentissement macroéconomique qu'on pressent quand même en zone euro, beaucoup d'enquêtes sont très négatives. Il y a les enquêtes et il y a la réalité. Jusqu'à présent, la réalité réalisée a toujours été quand même un peu meilleure que ce que les enquêtes indiquaient, dont acte. Mais ce ralentissement macroéconomique quand même qu'on voit venir et qu'on ressent aujourd'hui, il n'est pas suffisant pour que la BCE soit confortable sur l'idée de l'atterrissage de l'inflation. Moi, j'ai quand même l'impression que le ralentissement, on est carrément dedans, si ce n'est... ça a commencé il y a longtemps. J'ai quand même l'impression que l'Allemagne, on en parle depuis janvier, et que ça a sacrément ralenti. Même déjà fin d'année dernière. Non, mais on est vraiment dedans, on est en septembre. Et en fait, le problème, c'est que moi, quand je vois les PMI, honnêtement, je me dis c'est plus un point d'entrée qu'un point de sortie. Parce que là, l'économie est vraiment dégradée. Alors, à moins qu'on pense qu'on aille dans un mode cataclysme, mais c'est vraiment... Franchement, on a quand même on a quand même des freins de sûreté un peu partout. Je veux dire, les banquiers centraux, ils sont habitués à nous fournir de la liquidité quand ça va mal. On se souvient quand même on sait plus ce que ça veut dire SVB, mais c'était en mars pourtant, et on est quand même habitué à fournir de la liquidité. Donc je pense vraiment, les gouvernements, depuis le Covid, c'est quand même OK, on essaie donc circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Non, mais c'est pas ça. Mais ça fait du bien d'entendre parce que on se cristallise tellement, on se crispe tellement. Non, mais c'est pas un risque pour moi. En fait, le risque, ça serait de ne pas exécuter ce qui est attendu et le mandat. Le mandat, il est clair. Et là, franchement, il y a quand même un boulevard pour remonter à 4. D'autant qu'on voit que, finalement, les gouvernements et le financement des gouvernements, on voit plutôt les spreads se réduire. J'ai vérifié d'ailleurs aujourd'hui pour répondre à une question qui m'était posée. Quand on regarde en fait le niveau des taux depuis le début de l'année, on avait un sacré pic au 31/12/2022, et ce qui fait que les taux sont plutôt flat, voire en baisse sur le 10 ans italien de 30 bips par exemple. Donc on a des spreads qui sont plutôt réduits, en tout cas de date à date, attention, ça veut pas dire grand chose, mais on a l'impression que les taux montent, mais finalement pas tant que ça sur 2023, on est plutôt assez plat. Donc il n'y a pas de stress pour le marché, et vraiment si la BCE en profite pas, ça veut dire qu'elle a des infos qu'on n'a pas et qui sont plutôt pas super. Quelle lecture vous faites, Thierry, de la situation européenne? Alors évidemment, il y a le filtre macro. Il y a aussi ce qui vient du terrain, et quand je dis du terrain, on parle des entreprises cotées qui ont publié leurs résultats pour le deuxième trimestre tout au long de l'été. Autant, j'ai quand même pas mal d'économistes, pas tous, mais pas mal, qui sont inquiets de la trajectoire européenne. Il y a un biais chez beaucoup d'économistes européens marqué par des années et des crises compliquées. Autant quand j'écoute les analystes ou les stock pickers ou ceux qui regardent la réalité du point de vue des entreprises, il n'y a pas de démesure dans l'enthousiasme, mais il n'y a pas non plus de pessimisme névrosé, noircissime, quoi. Je suis d'accord avec vous, Grégoire. Peter Lynch disait, sans vouloir être le meilleur investisseur du monde, c'est ça, désagréable avec mes confrères économistes, mais quand vous passez 13 minutes... Chacun son rôle, comme dit Pierre. Ils ont un rôle, et peut-être qu'on les utilise mal aussi, les économistes, dans le débat public et le débat de marché. Je suis assez d'accord avec votre lecture que là, en cette rentrée, il y a un état d'esprit global assez négatif. Et c'est vrai que la Chine joue aussi, sans doute, sur le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Europe. Quand on tire un peu plus, c'était le cas quand même depuis un certain nombre de mois, que on allait rentrer en récession, on n'allait pas y échapper, etc. Entre-temps, les marchés actions, ils ont quand même bien progressé. Il y a des sociétés qui ont très très bien performé. Enfin, là, aujourd'hui, Oracle fait la une parce qu'ils ont fait ils n'ont pas vraiment fait un profit warning. Ils ont un tout petit peu déçu sur leur activité cloud.
Ils ont sorti plus 64% de croissance. Le consensus était à plus 67%. Bon, donc il n'y a pas non plus. Je ne sais pas combien ça se paye, Oracle. Enfin, vous savez mieux que moi comment ça fonctionne de ce point de vue-là sur les marchés. Comme disent les anglo-saxons, into thin air, en altitude très élevée où il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Effectivement, la moindre mauvaise nouvelle est très mal perçue. Donc c'est ce qui se passe. Mais bon, on avait quand même pris 55% précédemment. Eux, le sujet de l'IA, là pour le coup, ils ne sont pas en train de rêver à plusieurs trimestres. Ils ont dit que le carnet de commandes sur cette activité, donc le cloud de seconde génération chez Oracle, a doublé. On est passé à 4 milliards de commandes prises au premier trimestre 2024 pour Oracle. Ils sont en exercice décalé. Donc c'est quand même concret. Et donc, on ne fait pas que parler. Donc, je suis assez d'accord avec cette vision de revenir sur le terrain. La bourse, elle joue son rôle d'immédiateté et elle sanctionne. On peut revenir aussi là-dessus sur les énergies renouvelables, la valorisation. Là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la bourse a un rôle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le rapport de l'IAE. On a besoin des investisseurs privés pour faire la jonction. Nous, on fait le job. C'est ce que j'ai dit précédemment sur les dépenses engagées par les gouvernements et par les gouvernements au niveau central européen, mais on a besoin des dépenses aussi du secteur privé et effectivement la dette est peut-être plus adaptée que le secteur privé, ça peut être aussi le monde du non-coté où il y a beaucoup de masses qui se brassent en direction de ces objectifs de transition. C'est le sens de l'histoire effectivement qu'on a vu ces dernières années, mais le côté est quand même garde un rôle à jouer évidemment. Non, mais défendons le côté, bien sûr. Il ne faut pas non plus l'oublier. Mais je reviens aux entreprises, parce qu'il y a deux manières de déclencher des récessions. Il y a le facteur exogène, la crise, la chute, etc., les mannes ou d'autres. Et puis, il y a quand même aussi le fonctionnement du système. Une récession, c'est des entreprises qui coupent l'investissement, qui licencient des gens, qui arrêtent d'embaucher, qui licencient des gens. C'est ça qui met une économie en récession. On ne voit pas ça, tout ça aujourd'hui. Il n'y a pas de signaux. Non, après, c'est très global picture, mais bon, effectivement, aux États-Unis, on voit pas ça. En Europe, on voit pas ça. Il y a eu un élément important, effectivement, c'est les stocks. Donc Covid, on arrête on arrête tout. Derrière, on se dit oulala, ça repart très fort. Donc je commande, voire je commande trop parce qu'on me parle de pénurie, d'inflation. Donc j'ai surstocké. Et là, effectivement, 2023, c'est plutôt le sens. On est dans une année un petit peu de déstockage. C'est pour ça que c'est un peu moins fort. Mais après, les entreprises, elles continuent leur programme d'investissement. L'embauche, elle est quand même plutôt bonne. Donc, moi, les entreprises, quand je les écoute, je ne vois pas globalement de signaux. Et à nouveau, la bourse, elle n'est pas sur un nuage euphorique, confère Oracle. Quand ça déçoit, on perd plus de 10%. Ou on peut parler d'LVMH aussi, qui pas non plus fait un énorme... c'est une énorme annonce, une énorme déception. Le consommateur j'ai le terme anglais, aspirational consumer, américain, qui était un petit peu moins présent donc aux États-Unis. Mais la Chine, ça restait quand même très bon, etc. Le titre a perdu 19% j'ai vu ça. entre le 14 juillet, Cocorico, et la mi-août. Donc, il n'y a pas on n'est pas BA, nous les investisseurs, en train de se dire, on est dans un monde merveilleux, déconnecté. Quand il y a des mauvaises nouvelles, elles sont sanctionnées, voire parfois même très fortement sanctionnées. Ça crée des opportunités, c'est le principe de la bourse. Et effectivement, il y a une décorrélation avec l'économie, ce que nous disent les macroéconomistes. Mais pour le moment, il faut aussi, je pense, se fier à ce que nous disent les entreprises. Vous enfoncez le clou. Oui, ce qui a été dit est excellent, je n'ai rien à rajouter. Et donc, décision de la BCE facile, il faut qu'il continue. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de risque ou de facteur de risque suffisant qui permettrait à la BCE de c'est d'une évidence biblique. Je ne comprends pas le questionnement. Non, je peux juste rajouter une chose. Pour comprendre la data dependence, parce que j'observe que beaucoup de gens contestent la data dependence de la BCE. Au fond, dans le cycle de resserrement monétaire, quand il y a une modification du régime d'inflation, ce qui est piloté, d'une certaine façon, c'est le taux court réel. C'est-à-dire le taux nominal court moins la core inflation, parce que les banquiers centraux intègrent la core inflation. Et donc, on peut très bien avoir une stabilité du taux court, c'est-à-dire une politique monétaire qui va s'arrêter, une core inflation qui va diminuer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui pourrait dans les mois à venir diminuer, et au fond avoir, ce qui est le nec le plus ultra pour un banquier central, un resserrement monétaire qui continue, puisque c'est un resserrement monétaire relatif.
Et c'est à partir du moment où la core inflation va vraiment décélérer, que le resserrement va devenir un peu trop fort, qu'à ce moment-là, la Banque centrale va pouvoir commencer à enclencher. D'où ce fait qu'ils sont dans cette situation un peu de confusion, d'attente, j'y vais. Mais au fond, ils ont escompté probablement il y a quelques mois un reflux plus marqué de l'inflation cœur, et ça ne se présente pas parce qu'au fond l'inflation cœur a diffusé dans les services. Retenez que sur les 400 composantes de l'IPCH européen, il y a 70% des composantes qui sont en contribution positive. Avant le Covid, c'était à peine 25%. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même pas à l'aise et que ça diffuse de partout. Hein. Et donc quand ça diffuse dans les services, il n'y a pas de secret, ça s'installe, quoi. Donc voilà, c'est ce truc-là qu'ils vont chercher à piloter. Et les États-Unis, non mais c'est intéressant aussi parce que cette histoire de taux réel, c'est quand même la clé, comme vous dites, avec ce narratif des banques centrales, du higher for longer, qui se met en place. Les marchés semblent quand même l'intégrer au fur et à mesure. On a vu les taux longs remonter aux États-Unis cet été, le taux réel 10 ans américain, alors en fonction des manières de le mesurer, mais la manière consensuelle nous dit que le taux réel 10 ans est à 2% aux États-Unis. Ça c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est au moment où le resserrement monétaire commence pour de vrai pour l'économie réelle. Non. D'ailleurs, Goldman Sachs dit strictement pas le contraire. Goldman Sachs, je crois, a dit que c'était du. Ils disent que le higher for longer emmènera pas l'économie américaine en récession. Voilà, c'est-à-dire que les qualités intrinsèques de l'économie américaine, aujourd'hui, avec la stimulation qui a eu lieu, sont tellement puissantes. Tu veux, le taux de rentabilité des entreprises, dans les agents privés, il y a les entreprises, les personnes morales, ont un taux de rentabilité qui est quasiment au plus haut, et un marché de l'emploi qui est toujours en situation pénurique. Alors c'est en train de se corriger sur le marché américain, mais ça se corrige très lentement. On est toujours en situation de pénurie. Hein. Un chômeur rencontre aujourd'hui pas 2 offres d'emploi, mais 1,7, 1,5, 1,6 offres d'emploi, ou 1,4. On était à moins de 1,5 avant, j'imagine. Sur les 20 dernières années, c'est un chômeur rencontrer une demi-offre d'emploi. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Donc on a changé de monde. Ouais. Et on n'est pas dans la situation qui prévalait avant le Covid, puisque avant le Covid, c'était aux alentours de 1,15, 1,2. Donc on n'est pas retourné, parce que Jérôme Powell, il fait référence à la situation qui prévalait avant le Covid. Donc on n'est pas là-dedans. Donc quand on a des agents privés, personnes morales comme personnes physiques, qui ont des revenus, ou en tout cas un niveau de rentabilité comme celui-là, on ne peut pas avoir de récession. Ce n'est pas possible. Donc la politique monétaire, elle impacte un secteur particulier, qui est le secteur le plus spéculatif de l'économie, qui est l'immobilier résidentiel comme immobilier commercial. Là, ça fait très mal. Et ça va continuer. D'où, à mon avis, un cycle mondial de l'immobilier. Mais il n'y a pas une récession auto-entretenue, endogène de l'ensemble de l'économie. Mais non, et alors mais je sais. J'ai entendu ici, c'était hier, je crois, un gars qui est très bon, alors je vais contester juste ce point. Il parlait, tout le monde s'accorde à dire que la politique monétaire de la BCE est restrictive. Alors, je te donne deux chiffres. Oui. Le taux 3 mois est à 3,6. L'inflation corps est à 5,6. Donc, tu as 200 points de spread positif pour l'inflation cœur. Comment ? Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on est en taux court réel négatif. Comment tu peux la BCE considère elle-même qu'elle est à un niveau de restriction monétaire aujourd'hui. Ce qui est restrictif, c'est l'impulsion de l'inflation. Donc si tu veux combattre le caractère restrictif, il faut essayer de faire refluer l'inflation pour stimuler la demande. C'est ça qui est le véritable enjeu. Donc servir la croissance économique, bizarrement, dans ce régime d'inflation, c'est remonter les taux courts et pas rester en stand-by, tu vois. Donc on risque toujours d'être un peu plus surpris, bien sûr, par le titre hawkish des banques centrales. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte de rentrée sur les marchés, Pierre ? Eh ben, le scénario est assez clair. On n'aime pas les émergents, comme d'habitude. Chine, si, un petit mot sur la Chine, là, quand même. Je sais que vous adorez parler de la Chine, puisque vous n'êtes pas investi en Chine. Non, mais la Chine... Non, mais je voyais dans l'enquête auprès des gestionnaires de fonds faite tous les mois par BofA, je ne sais pas combien ils en interrogent, plusieurs centaines, j'imagine, 0% des fund managers qui anticipent sur les 12 mois à venir une amélioration de la croissance. J'ai jamais vu ça, je crois. 0%. Non, mais en fait, quand on... C'est toujours... J'ai l'impression de me répéter. Oui, mais bon. Quand on n'a pas de chiffres fiables et que ce n'est pas un marché libre et qui fonctionne normalement, je vois pas du tout... Je sais pas, par exemple, vous voyez un tour de magie.
vous n'allez pas croire que c'est de la vraie magie. Il y a un truc, quoi. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est que je vois pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien d'indépendant, on devrait croire des trucs. Mais ça fait 20 ans qu'on le dit. Ouais, mais enfin, oui, c'est plus qu'un lapin qui sort du chapeau, la Chine, quand même. Ça pèse quelque chose. Et ça a quand même une influence aussi sur l'activité de nos entreprises. Même si vous n'êtes pas investi dans les actions chinoises, c'est important quand même ce qui se passe là-bas, j'imagine. C'est beaucoup plus simple de jouer la Chine par le CAC 40, par les sociétés exportatrices, que jouer sur... On a vu ce qui s'est passé sur les ADR américains, il n'y avait plus rien. On a vu ce qui s'est passé sur le secteur des jeux vidéo, 95% en fumée. L'éducation, 90%. Donc vous êtes vacciné, c'est terminé, quoi. Non, mais après, on nous a dit, ça fait longtemps que je fais ce métier, on nous a dit, franchement, un free lunch et le yuan, ça s'apprécie structurellement face au dollar. Au plus bas depuis 16 ans. Mais sauf que le problème, c'est que quand en fait on a des pans, en fait le problème c'est l'économie qui n'est pas équilibrée. Quand on a, c'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est exactement la même chose. L'immobilier qui représente 25% du PIB, tout d'un coup, vous avez des centaines de milliers d'immeubles. Il y en a pour 10 ans, quoi. Ah non, mais bon, quand on a une économie où on insuffle, on met du fuel, désolé, c'est vraiment pas ISR, et qu'il n'y a plus personne pour acheter, en fait, on a du mal à s'en remettre. Et ce qui s'est passé en Espagne, la Chine, sauf que on n'est pas au bord de la mer. Je reviens à la stratégie d'allocation. Donc, action émergente, non. Action émergente, non, parce qu'en fait, c'est la Chine qui... Alors, ça, c'est une perception. Je ne sais pas si elle est réelle. Parce que le problème des marchés, c'est qu'on a la réalité, puis on a la perception des investisseurs. Et moi, ma perception, c'est que à partir du moment où la Chine tremble, tous les émergents sont vendus, mais... Oui, je comprends. Voilà. Oui, il y a une logique d'emprise, boule de neige, etc. Exactement. En revanche, les économies développées, moi je pense qu'il est toujours très délicat d'être sous-investi sur les actions. Sur les obligations, ça reste quand même une énigme, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on n'est pas en récession. Tout ce qui est risqué est mieux que ce qui est considéré comme peu risqué, à savoir les emprunts d'État, sachant quand même que la dynamique des taux cette année, et ça c'est quand même un truc, une révolution sur les marchés, c'est que le pouvoir du coupon fait que peu importe les yo-yo des taux, on a des performances positives, quelles que soient les maturités, et la duration longue paye mieux que la duration courte sur les emprunts d'État. Donc en fait, on a récupéré tellement de coussins, de coupons, que finalement... on arrive à sortir des performances positives. Alors, moins que le cash pour l'instant, mais on est pas mal. Donc, je trouve que là, c'est un peu l'inverse de 2022. Tout le monde avait perdu. 2023, c'est vrai qu'on a un environnement où on peut gagner sur à peu près tous les tableaux. Mais à côté du monétaire et des produits de taux qu'on a forcément dans une allocation, vous dites il faut continuer, il ne faut pas négliger encore les actions. Voilà, sachant que maintenant, moi, je préfère toujours le haut rendement, mais on va finalement retrouve vraiment une prime sur les emprunts d'État très sécurisés, quoi. Thierry, dans l'univers action, alors là, pour AlphaJet Fair Investor. Oui. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a des questionnements, notamment là sur la tech. On a parlé d'Oracle tout à l'heure. Apple aussi, qui a quelques zones de turbulence là depuis quelques jours. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai regardé un peu les indices, la composition des indices. Donc juste pour mémoire, la tech aux US, c'est 28%. Si on rajoute les communication services, donc Netflix et autres, on arrive à 37% de la cote américaine qui serait liée à ce qu'on appelait anciennement les TMT. Enfin voilà, c'est à peu près la même chose. Donc c'est quand même très important. Et c'est vrai que si ça tousse, je ne dis pas que ça tout saute pour Apple, pour Nvidia. Il y a des prises de profit. Bon, ça avait fait x3 et demi depuis le début de l'année. Donc le titre, il a quand même le droit enfin bon, je pense que certains investisseurs sont contents des gains qu'ils ont réalisés. C'est pas encore le gros rhume, quoi. Non. Et les autres, les anglo-saxons appellent ça les Magnificent Seven. Ouais. Voilà, donc c'est les 7 premières capitalisations du Nasdaq. Sur les 5 autres, donc à part Apple et Nvidia, vraiment à très court terme où c'est un petit peu moins bien, ça se passe plutôt pas mal. Mais Amazon, c'est au plus haut d'un an là, ça reprend. Donc là, je suppute, s'il y avait un problème sur la tech,
il y aurait quand même un gros problème sur les indices, notamment américains, parce que c'est 37% au global. Nous, en Europe, là, donc je parle de l'Europe, on est à 17% sur la finance, 16% sur les pharma, 15% sur l'industrie, 11% sur la conso discrétionnaire et là-dedans, 4% sur le luxe. Donc on a c'est plus diversifié, c'est mieux. C'est plus diversifié et même s'il y avait un sujet sur le luxe, on verra bien, c'est pas impossible, eh bien, je veux dire, l'indice européen, pour le coup, serait un peu mieux que s'il y avait un problème sur la tech aux États-Unis, sachant que c'est pas encore le cas. 30 secondes, Xavier, parce qu'on parle des banques après avec Axiom. Non, mais tant qu'on est dans une boucle prix-profit, placement action et dans une situation... État privilégié. Ben, bien sûr. Ouais. Voilà, donc la seule chose qu'il veut se passer, c'est bien regarder ce qui se passe au niveau des taux réels, long terme. Ça jouera sur les primes de risque. Et donc ça doit être globalement défavorable aux ratios, aux valorisations, aux secteurs qui sont chèrement payés. Donc je ne veux pas faire un arbitrage un peu excessif entre la grosse value, les opposés, mais je pense que c'est quand même un élément structurel à suivre. On ne sait pas trop comment la séquence. Moi, je pense qu'on est rentré dans une séquence de réappréciation durable des taux réels. Donc ça, c'est mais on en parlera dans une émission sur les problématiques d'épargne. Et donc ça, il faut avoir ça en tête. Mais globalement, sur le placement action, je pense que c'est un placement béni des dieux. Par contre, attention, quand on va commencer à voir des dégradations, parce que cette indexation prix-profit peut se transformer en profit-salaire, et puis en profit-érosion des marges, à ce moment-là, il faudra revoir complètement le scénario parce qu'à ce moment-là, on sera à risque. Mais ce qu'on ne voit pas, et d'où la latéralisation, parce qu'il y a une remarquable... Moi, j'observe ça depuis des décennies, mais là, on a un truc extraordinaire. C'est d'une robustesse 2023, 2024, 2025. Tu consolides sur les valeurs non financières du CAC 40. C'est d'une robustesse, solidité. C'est exceptionnel. Donc, tu peux investir confortablement aujourd'hui. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup. Pas évident que ce ne soit pas un discours qu'on n'entende pas forcément tous les jours. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Pierre Bismuth, Myria Asset Management et Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors.